Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle toujours Laurent Becquemont, je suis professeur de pharmacologie clinique à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay. Alors, nous allons voir un sujet qui est assez difficile, qui habituellement vous pose un problème, ce sont les biais. Et là, comment est-ce qu'on peut contrôler un certain nombre de biais ? On a déjà vu dans un tuto précédent les types de biais, je n'y reviens pas. Ils sont surtout importants quand ces biais sont différentiels, c'est-à-dire ne s'appliquent pas dans les deux groupes de la même manière. Alors, voilà, dans une étude non randomisée, les biais de confusion, puisqu'on va traiter essentiellement les biais de confusion. Vous voyez là l'inclusion, c'est des patients qui vont avoir une chirurgie cardiaque, certains ont une anémie, d'autres n'ont pas d'anémie, et vous voyez d'emblée que ces sujets diffèrent au moment de l'inclusion sur l'âge, le poids, la taille, le sexe, les comorbidités. Bref, si vous voulez déterminer que l'anémie est un facteur de risque de mourir post-chirurgie cardiaque, tous ces facteurs de confusion, il va falloir les traiter, puisque à l'évidence, vous voyez qu'ils sont plus vieux, plus comorbides, les patients anémiés. Donc vous n'allez pas savoir si c'est l'anémie qui est responsable du surcroît de mortalité ou l'ensemble de ces comorbidités qui sont des biais potentiels de confusion. Bien, donc on avait vu aussi précédemment que ces biais de confusion, dans les études, si vous randomisez, ma foi, il n'y a plus de biais de confusion, mais dans les études non randomisées où vous ne pouvez pas ça, il vous faut au minimum un groupe contrôle, la possibilité de faire des modèles multivariés avec de l'ajustement sur les biais de confusion, l'appariement et l'analyse de propensité. On va voir ces différentes approches. Bon, le groupe contrôle, c'est vraiment du b.a.-ba, une étude comparative sans groupe contrôle, ça n'existe pas. Ensuite, la stratification. Alors, vous allez pouvoir stratifier sur voire deux facteurs de confusion. Alors, prenons un exemple ici où on étudie l'influence d'un facteur de risque, comme tout à l'heure l'anémie. Quand il est présent, on va développer plus de maladies. Quand il est absent, on va développer moins de maladies. Et vous avez un risque augmenté quand vous avez le facteur de risque présent. Cependant, vous observez également que, avec un facteur potentiel de confusion, vous avez exactement la même tendance. Quand ce facteur de confusion est présent, vous avez plus de maladies et moins de maladies quand il est absent. Donc finalement, est-ce que c'est votre facteur de risque que vous étudiez, type anémie, qui est responsable de l'excès de mortalité, ou bien est-ce que c'est ce fameux facteur de confusion, type ils sont plus vieux, qui est responsable de la maladie? Et donc on va stratifier sur le facteur potentiel de confusion. Donc on va prendre notre population, avec ou sans facteur de risque étudié, ici l'anémie dans l'exemple, et puis dans les deux premières colonnes, soit le facteur potentiel de confusion est présent, soit absent, et dans les deux dernières colonnes, quand le facteur de risque étudié est absent, facteur de confusion présent ou absent. Dans cet exemple ici, vous voyez bien que quand le facteur de risque étudié est présent, qu'on ait ou non le facteur potentiel de confusion, on aura toujours plus de maladies. Et on voit bien que quand le facteur de risque étudié est absent, qu'on ait ou non le facteur de confusion, on a moins de malades. Donc on peut conclure de cette stratification, on stratifie sur le facteur de confusion, présent ou pas, eh bien le facteur de confusion n'en est pas un, il ne change pas l'effet du facteur de risque étudié. Ça, c'est une stratégie assez simple à mettre en évidence. En revanche, il est difficile de faire ça, de stratifier sur plus de 2 facteurs de confusion, parce que chaque fois, vous multipliez par 2 le nombre de sous-groupes. L'ajustement sur les modèles multivariés. Alors l'ajustement, finalement, c'est un modèle mathématique qui permet de neutraliser cette fois-ci, plusieurs facteurs de confusion potentiels. Un exemple, on étudie l'association entre l'alcool et le décès par cancer du poumon. Et l'on trouve dans l'analyse sans ajustement que l'alcool est fortement associé au risque de développer un cancer du poumon. Ça vous multiplie le risque par 2,8 de faire un cancer du poumon, le fait que vous picoliez. Cependant, on observe également que le tabac est très associé au risque de cancer du poumon. 7,5 de plus de risque.
alors que chez les non-fumeurs, on est protégé. Donc là, nous, notre facteur de risque qu'on veut étudier, c'est l'alcool. Mais on s'aperçoit qu'il y a un facteur de confusion, c'est le tabac. Et donc, on va ajuster ici sur le tabac. Donc, on va faire une analyse multivariée en ajustant sur le tabac au sein des buveurs, non-buveurs. Et l'on observe que l'alcoolisme en lui-même n'est plus associé au risque de cancer du poumon. C'est donc bien le tabac, facteur de confusion, pris en compte dans l'analyse, qui va permettre de contrôler ce facteur de confusion. Voilà. Et dans l'exemple, c'est sûr que quand on picole, souvent on fume. Et donc là, ce n'était pas l'alcool qui était responsable du cancer du poumon, mais quand vous picolez, vous fumez aussi. Et donc c'est surtout l'effet du tabac qui était responsable. Et l'alcool, en fait, est un vrai facteur, enfin un facteur confusionnant. L'appariement, c'est une autre manière de contrôler les facteurs de confusion dans les études non randomisées. Alors l'appariement, habituellement, il est utilisé dans les études cas témoins. Donc pour chaque cas, on trouve un témoin qui a la même caractéristique en fonction du facteur de confusion qu'on veut contrôler, sur lequel on veut apparier. On prend un cas et un témoin du même âge, on prend un cas et un témoin ou du même sexe, ou du même statut fumeur. Bref, comme ça, vous allez avoir toujours un groupe cas et un groupe témoin qui auront exactement les mêmes caractéristiques sur un facteur de confusion. Alors, on peut apparier sur un nombre limité de facteurs de confusion, parce que sans ça, on ne trouvera pas de personnes dans les sous-groupes. Et de cette manière, on annule complètement l'effet des facteurs de confusion, dont on sait déjà au préalable qu'ils influencent sur le statut malade-non malade. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on veut gommer ces facteurs déjà mis en évidence, et on veut essayer de voir si on n'en trouve pas de nouveaux en contrôlant ceux qu'on connaît déjà. Donc ça, l'appariement est une méthode très classique, notamment dans les études cas témoins. Et enfin, on a les analyses de propensité. C'est toujours dans les études non randomisées. Là encore, il s'agit d'un modèle mathématique qui permet de rendre deux sous-groupes de la population de l'étude parfaitement identiques sur un grand nombre de facteurs potentiels de confusion. C'est un genre d'appariement virtuel, mais là, vous allez pouvoir prendre en compte pas loin d'une vingtaine de facteurs de confusion. Un exemple, je reprends toujours mon étude avec les anémiques et les non-anémiques avant la chirurgie cardiaque, en regardant si l'anémie, est-ce que oui ou non, est responsable d'un surcroît de décès en post-chirurgie. Donc on a vu sur les premières colonnes, entire sample, c'est-à-dire l'ensemble de l'effectif, 2512 d'un côté, 774 de l'autre. On a vu qu'au départ, entre ces deux groupes anémiques et non anémiques, il y avait énormément de différences, et donc on ne pouvait pas savoir si l'anémie était associée au décès ou si c'était l'ensemble de ces facteurs de confusion. Et donc là, on va faire un modèle multivarié, un score sur l'ensemble de ces valeurs. Alors évidemment, on va trouver des couples anémiques, non anémiques, qui sont tous pareils sur ces critères. Donc évidemment, on n'a plus 2512 non anémiques, mais on en a 515 et 515 anémiques, donc deux sous-groupes de même nombre et parfaitement identiques sur l'ensemble de ces facteurs de confusion. Donc on a gommé tous ces facteurs de confusion, on les contrôle, on les annule, et ensuite on peut faire l'analyse pour savoir si oui ou non l'anémie dans ces deux sous-groupes est responsable d'un surcroît de mortalité. Donc ça, c'est une analyse assez sioux, avec un modèle mathématique qui est assez employé dans les études non randomisées. Et voilà.